Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 heures. Bienvenue sur Alizé pour votre information régionale. Notre invité ce soir, Monsieur Eddy-Claude Maurice, le président du conseil d'exploitation de la commission eau et assainissement de la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de la situation de la Sarthe? Est-ce que c'est une situation embarrassante pour la communauté d'agglo? Embarrassante, oui, dans la mesure où cette partie de la population de Cap-Esther-Bello, effectivement, et comme elle l'a démontré ce matin, vit sans eau depuis plusieurs mois, et je pousserai même en disant depuis environ 2 ans, où ce service n'est pas assuré par rapport à des problèmes que nous aurons l'occasion ensemble de décliner. Merci, nous développerons un peu plus tard dans ce journal. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de cette édition du 23 septembre. Les habitants de Cap-Esther-Bello refusent de payer les factures d'eau au forfait. Le feuilleton judiciaire continue entre le CIVAD et Urbacer concernant la plateforme multifilière de traitement des déchets. 8 coureurs guadeloupéens participeront au championnat de la Caraïbe dimanche à Porto Rico. Le journal, Nicolas Beaubrun. 6 mois après, donc sans eau, c'est le ras-le-bol pour les habitants du quartier de la Sarde à Cap-Esther-Bello. Ils se sont mobilisés ce matin dans le centre-ville pour manifester leur mécontentement. Alors qu'ils sont restés 6 mois sans eau, la récente délibération de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes demande aux habitants de s'acquitter de leurs factures. Leur position est claire, ils ne paieront pas. Richard Scott Tamar a recueilli le témoignage d'un habitant excédé qui explique que ce mouvement pourrait se durcir. Monsieur Alex Périanin, habitant du quartier de la Sarde, faisait partie ce matin des auteurs du barrage érigé sur la route de Sainte-Marie à Cap-Esther-Bello. Hier, il y a eu un conseil municipal. À l'issue, il a été décidé avec le conseil municipal de faire un mouvement sur cette Marie. On a eu l'information très tard, en début de nuit, vers 21h. Et si bien que ce matin, 5h du matin, c'est retrouvé, mais avec quelques personnes, puisque tout le monde n'était pas informé. Pour l'instant, nous avons alerté l'opinion publique quelque part, la population qui ne sait pas le calvaire que nous vivons, mais aussi réinterpeller toute la classe politique et tous les acteurs principaux qui en charge l'eau en Guadeloupe. Le quotidien de ce résident, c'est d'acheminer lui-même l'eau jusqu'à son domicile, comme la majorité des habitants. Il se ravitaille de façon journalière afin de remplir sa citerne qu'il a financée lui-même. La tâche est ardue pour cet homme qui souffre de problèmes cardiaques. Mais ce n'est pas le seul problème que cette débrouillardise suscite. Nous vivons un problème qui est crucial, c'est un manque d'eau dans le secteur et une absence en quelque sorte, puisque à la journée d'aujourd'hui, depuis le 6 mai, on n'a pas eu une goutte d'eau chez nous. Et en plus, beaucoup de voisins se sont connectés sur l'eau agricole, ce qui peut créer un gros problème de santé publique, parce qu'il y a des enfants. Cette eau n'est pas traitée, elle est consommée dans la maison. Il y en a certains qui doivent la boire. Donc, à la longue, il risque d'y avoir un gros problème à ce niveau-là. D'autant plus que le maire de Cap-Esther, c'est lui-même qui a fait une étude sur la chlordécone en Guadeloupe, et Cap-Esther est chlordéconée. Pour ses habitants, le combat est loin d'être fini, bien au contraire. Ils ont l'intention de durcir le mouvement d'ici la semaine prochaine, si leurs revendications n'ont pas trouvé de réponse chez les décisionnaires politiques. Une réunion de crise menée par le CASBT a lieu en ce moment même. Eddy-Claude Maurice, donc vous êtes le président du conseil d'exploitation au CASBT. Pourquoi ce manque d'eau à Cap-Esther? Je viens d'entendre la réaction de M. Péganin, que je connais particulièrement bien. Et ce qu'il dit est vrai. Est vrai dans la mesure où depuis maintenant que le Cap-Esther-Bello a rejoint la communauté d'agglo du Sud-Bastère, eh bien les problèmes se sont empirés. Et je suis là aussi pour expliquer la raison, j'allais dire, de ce manque de produits vitaux à la Sarthe sur les points hauts, dans la mesure où hier, c'est-à-dire dans le passé, jusqu'en 2012, jusqu'au début de 2014, Cap-Esther-Bello appartenait à un ensemble qui était le SIAG. À l'époque, le prestataire, la Générale des Eaux, se donnait les moyens de trouver un équilibre de répartition depuis Cap-Esther jusqu'à la Désirade concernant l'ensemble des usagers.
Mais il y a une antériorité, la responsabilité aujourd'hui. J'y viens. D'abord. Depuis donc le 1er janvier 2014, vous le savez, Capesterre-Belle-Eau, depuis Sainte-Marie, donc depuis les hauteurs de la Sarde jusqu'à Bouillante, c'est un nouvel ensemble. Et Capesterre-Belle-Eau a rejoint donc la communauté d'agglo du Sud-Bastère. Et c'est là que commencent les problèmes. Parce que lorsqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, toute l'eau qui est distribuée en partie depuis Capesterre, en passant par Groyave, Petit-Bourg, Bémao jusqu'à Désirade, en passant par Cap-Excellence, il y a ce qu'on appelle deux usines. L'usine donc de Bellocado, qui sont des eaux de source, cette eau de ponction, qui s'ajoute à la digue à Cambrefort, et où les 35 millions de mètres cubes fournis à l'ensemble de ces populations proviennent de ces espaces sur Capesterre-Belle-Eau. Mais il faut savoir que ces usines donnent cette eau à cette population concernée par l'intermédiaire d'une grosse canalisation qu'on appelle encore le feeder, sur 700, et qui aujourd'hui passe dans le bout de Groyave, Bémao, Petit-Bourg, Gosier, comme je viens de le citer tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà que depuis cette séparation, l'ancien syndicat que je présidais, puisque j'étais vice-président du SIAG, continue à tirer, au bénéfice de ces populations, davantage d'eau que par le passé. Je vais m'expliquer. Savez-vous que le Bellocado et la digue, qui produisent aujourd'hui environ plus de 20 millions de mètres cubes d'eau à l'année, étaient aidés en cela par la prise d'eau de Verneau-Moustique. Et aujourd'hui, journellement, cette production de Petit-Bourg, qui était destinée d'ailleurs à mener l'eau sur l'ensemble du territoire du Gosier, quelques secteurs de Bémao, eh bien, n'est plus d'actualité, puisque tout simplement, il manque la réparation, le changement d'une partie de la canalisation qui sort depuis le Destrélan jusqu'au pont de la Gabarre. À partir de ce manque de production qu'opère le SIAG sur son territoire, aujourd'hui, on tire journellement beaucoup trop d'eau sur la production, ce qui nous aujourd'hui fait connaître ces désagréments, et M. Péganin en est la première, avec ses amis, la première victime, puisqu'avec ses voisins, ils ne peuvent pas, avec cette baisse de pression, avoir de l'eau dans les hauteurs de Capesterre. Alors aujourd'hui, justement, ce sont des questions d'ordre administratif et technique. Mais aussi politique. Et politique. Maintenant, une réponse pour ces usagers aujourd'hui, quelle va être la réponse? La réponse définitive, elle doit se trouver dans ce qu'on appelle le transfert de compétences. Aujourd'hui, ces deux usines dont je viens de faire état doivent trouver, la réponse doit se trouver dans l'appartenance de ces deux productions. Parce qu'en effet, comme le dit la loi, Capesterre-Belle-Eau, terre de haut, terre de bas, sont sortis du SIAG, ils sortent avec leur passif et leur actif. On voudrait aujourd'hui nous faire comprendre que Capesterre-Belle-Eau n'a rien à emporter vers le Sud-Bastère. Nous disons que non, la loi elle est claire, et comme il n'y a pas d'accord pour comprendre cela, pour nous permettre, nous à la CSBT, de maîtriser la production nécessaire pour notre population, nous avons donc écrit au préfet pour lui demander de trancher. L'aide que la présidente, Mme Michel Chauvry, a expédiée la semaine dernière, nous attendons la réponse du préfet, il faut que cette affaire soit tranchée. Tant qu'il n'y aura pas un accord, tant que le droit ne sera pas dit entre le SIAG aujourd'hui et la CSBT, la population de la Guadeloupe, mais celle surtout qui est éparpillée entre le Sud-Bastère et donc le reste du territoire, eh bien, connaîtront cette espèce de guerre. Nous disons tout simplement qu'au moment où nous avons pris cette délibération, qui permet, c'est là où, comme le dit c'est là où je venais. Nous avons décidé que pour 2014, que personne ne paye l'eau. Je signale que Capesterre-Belle-Eau est rentré en communauté d'agglo du Sud-Bastère depuis le 1er janvier 2014. C'est pour ça qu'ils se sont mobilisés. Nous avons laissé tomber l'année 2014. D'accord. À partir de ce manque de services, comme je viens de l'expliquer, et les raisons je les ai données, nous avons délibéré lundi au niveau de la CSBT pour que la population de Capesterre dans son ensemble, et non pas seulement, et je viendrai tout à l'heure sur le cas de la population de la Sarde, sur les familles qui sont installées, mais il faut dire, la population de Capesterre-Belle-Eau, dans son ensemble, a de l'eau. Les points hauts, la Sarde, Fond-Cacao, effectivement, connaissent des difficultés. Et ces populations-là seront traitées différemment. J'ai devant moi l'analyse des relèves d'un habitant de la Sarde. Effectivement, à l'analyse de ces chiffres qui sont devant moi, sur un trimestre, lors des années 2012, 2014 et antérieurement, cette famille consommait moyennement en trimestre 25 mètres cubes. Aujourd'hui, sur 6 mois
d'après nos relèves, puisque nous avons relevé les compteurs à notre arrivée en novembre 2014 et en mai 2015, sous ces 6 mois, cette même personne n'en consomme que 11 mètres cubes. Ça veut dire que 5 mètres cubes par trimestre. Donc nous disons, elle a raison, cette population, de se mettre en colère, parce qu'elle n'a pas l'eau suffisante pour l'usage ménager, pour pouvoir puisque se nourrir, effectivement, s'alimenter. Le Belocado ne suffit plus à donner, puisque l'eau s'en va dans d'autres territoires qui ne sont pas les nôtres. Donc, ce problème-là ne peut être résolu qu'à travers la séparation des compétences, mais avec aussi la consistance de ce que réclame la communauté d'agglo pour Capesterre-Belle-Eau, qui doit retrouver aussi ses éléments de production. Merci pour ces précisions, monsieur Eddy Claude Maurice. De toute façon, vous restez avec nous pour continuer ce journal. Restons dans le domaine de l'eau et continuons sur la ville des Abîmes qui prend le cap vers un réseau d'eau potable plus performant. Afin de mieux alimenter le réseau d'eau potable de certains quartiers abîmiens, un surpresseur a été installé dans la ville. Mis en service depuis le mois de juin, il a été inauguré ce mercredi 23 septembre. Il permettra de mieux alimenter les réseaux d'eau potable des quartiers de Papin, Bazin et Coma. Le reportage de Bénédicte Jourdier. Il l'attendait depuis longtemps, il a été mis en service ce matin. Le surpresseur permettra d'augmenter la pression de l'eau sur les circuits concernant le quartier de Coma et de Papin sur le secteur des Abîmes, des quartiers très en relief. Les habitants qui sont en hauteur, ils ont d'énormes difficultés à avoir de l'eau en permanence. Donc nous pensons qu'avec le surpresseur, ça va améliorer leur situation. L'eau de cette station de pompage provient de Capesterre-Belle-Eau. Environ 400 personnes pourraient avoir désormais une meilleure pression dans leur robinet d'eau. C'est ce qu'espèrent en tout cas les habitants. Le surpresseur alimente de l'ordre de 20 mètres cubes, c'est-à-dire permet d'alimenter à peu près 500 personnes sur les zones difficilement alimentées à pression normale. Donc maintenant, il reste à faire une évaluation. Et après l'évaluation, on verra avec Capesterre s'il y a des choses encore à améliorer. Parce que là, il vient de mettre ça en marche. Donc automatiquement, on attend pour voir est-ce que les choses seront mieux. Ce surpresseur a coûté 198 000 € à la communauté Cap Excellence. 3 autres devraient aussi voir le jour pour les grands fonds. La Générale des Eaux travaille de son côté sur l'usine Cacao à Sainte-Rose et l'usine du Lamentin. Donc, monsieur Eddy Claude Maurice, est-ce que ça pourrait être une solution? Donc, ce surpresseur, déjà, qui va soulager le Belocado? Non, pas du tout. Qui ne va pas soulager le Belocado, qui va encore continuer à tirer davantage sur le Belocado. Je viens de vous dire à l'instant que la production de Belocado et de la digue est aujourd'hui à son point maximum. Cela veut dire que tous les syndicats, tous les groupements de communes qui tirent uniquement sur le Belocado, au lieu de remettre vers nous, comme je vous le disais en état, au lieu de trouver d'autres sources de production, vont mettre nos populations encore davantage en difficulté. Et le reportage c'est pas pour rassurer. C'est pas un hasard. Le Cap Excellence, dans sa décision, je ne suis pas là pour juger de l'opportunité de ces décisions. Mais à l'instar de ce qui vient de nous être présenté, ce surpresseur, là, au niveau d'Acoma, va encore tirer davantage au détriment de nos populations de Capesterre. C'est pour cela que nous disons que l'eau de Capesterre, qui n'est pas seulement pour les Capestériens, mais au niveau de la communauté d'Agglo du Sud, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, tout comme Terre de Haut, Terre de Bas, doivent aussi prétendre et défendre les intérêts de leur population en gardant l'eau nécessaire à leur population. J'ajoute que simplement, en termes de conseils, puisque je connais la situation concernant la répartition sur le territoire qui nous concerne, pourquoi l'usine de Vernou, qui perd aujourd'hui entre 3 et 5 000 mètres cubes d'eau, qui part à la ravine, qui est produite par l'usine, on ne la récupère pas? Parce qu'on ne peut pas changer 2 km de canalisation entre Destrélan et la Gabarre. Qu'est-ce qui s'est passé? La population du Gosier, qui était alimentée par cette canalisation sortant de Vernou, aujourd'hui, elle est alimentée par un nouveau piquage qui a été fait toujours sur le Belocado et qui a été fait le mois dernier pour alimenter toute la population du Gosier, que je salue ce soir. Mais ce n'est pas ça la solution. Et pour terminer, le SIAC seul, la CSBT seul, ne peuvent pas donner de l'eau à toute la Guadeloupe. Donc ce serait une concertation c'est l'objet de tous les aussi acteurs. De mon propos, puisque ce barrage de Moreau qui est en construction aujourd'hui seulement, et où le retard pris par les uns et les autres, parce que n'oubliez pas, monsieur, que lors de la conférence des exécutifs, cela fait maintenant près de 10 ans, où il était question que le conseil général présidé par monsieur Gillot construise le barrage de Dumanoir pour la production agricole, ce qui a été le cas, et maintenant cela fait maintenant 8 ans que ce barrage est construit. De même, s'était engagé, la région,
de construire ce barrage de Moro à Goyave. Les travaux ont démarré cette année. Nous avons pris du retard là. Si on ne capte pas, on ne garde pas, on ne stocke pas l'eau en Guadeloupe, 1 million de mètres cubes qui seront aujourd'hui à la disposition de la population au niveau de Goyave. Nous avons pris du retard. Le retard a été pris par ceux qui aujourd'hui ont pensé faire autre chose, mais voilà comment une population souffre. Celle de Cap-Esther-Belle-Eau, parce que son malheur, c'est quoi? C'est d'être installé sous des points hauts. Nous n'allons pas nous laisser faire. Alors je dis à la population de la Sarde, pour terminer, le surpression de la Sarde elle est commandée, le bon service est signé, l'ordre de service est signé, EDT, qui est cette entreprise, a son ordre de service. Alors combien de temps pour assurer à peu près ça va prendre écoutez, les travaux ont pour commencé. Aujourd'hui, le surpresseur, je ne sais pas quel est le temps qui a été fait pour les habits, mais il faut calculer, dimensionner, il faut se mettre en conformité avec l'électrification de ce surpresseur, mais ce n'est pas ça la solution définitive, parce que chacun voudrait encore mettre des surpresseurs mais c'est la production qui manque. C'est cette production-là qu'il faut améliorer, comme d'ailleurs le veut le deuxième axe du SDAGE, qui est le schéma d'aménagement des eaux. Donc, simplement, nous devons être en phase avec ce schéma-là et continuer à produire davantage. Sinon, c'est toute la Guadeloupe qui connaîtra les problèmes des habitants de la Sarde que je salue ce soir. Merci, monsieur Eddy Claude Maurice. Donc, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'exploitation au CASBT. Donc, continuons comme chaque soir le traditionnel tour d'eau. Donc, c'est la commune de Saint-François qui est concernée jusqu'à 6h du matin. Et demain, ce sera la commune de Sainte-Anne avec le bourg, donc jusqu'à Bel-Étang, c'est haut. Et en cas de coupure en dehors des tours d'eau, le numéro s'affiche en bas à droite de votre écran. Ouvrons une page judiciaire. Le feuilleton judiciaire continue entre le CIVAD et Urbacer concernant cette fameuse plateforme multifilière du traitement des déchets. La multinationale espagnole conteste la dernière décision du tribunal administratif et contre-attaque. Les explications de Bénédicte Jourdier. Sur ce site de la Gabarre, la multinationale espagnole Urbacer avait été désignée en 2008 pour construire et exploiter la plateforme multifilière de traitement des déchets. Mais Urbacer n'a jamais démarré les travaux et en 2012, le CIVAD a résilié ce contrat. Depuis, un feuilleton judiciaire est engagé entre les deux parties. Le 17 août dernier, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté une dernière requête d'Urbacer visant à revoir les conditions du contrat de partenariat. La multinationale contre-attaque de nouveau en déposant un énième recours. La suite, elle a deux voies possibles, soit la voie contentieuse qui est actuellement en cours devant le tribunal administratif de Basse-Terre, soit la voie amiable à laquelle ma cliente a toujours cherché à contribuer et qui pourrait permettre de résoudre ce litige. En théorie juridique, on ne peut pas totalement exclure qu'un jour, au travers d'un accord amiable, Urbacer soit chargé de réaliser cette plateforme multifilière. Mais elle a toujours affiché ce positionnement. Le syndicat espère de son côté commencer le plus tôt possible les travaux de l'usine en 2016 pour une mise en service en 2020. Et nous allons continuer allègrement à travailler. C'est sûr qu'il va y avoir des réactions de la part de nos ennemis. Et donc, ce que nous disons, c'est que nous ne sommes pas prêts à reculer. Il nous faut une usine et une entreprise privée ne peut pas se permettre de barrer la route à un département qui a besoin de se munir d'outils convenables pour la population. En septembre, le CIVAD avait déjà trouvé un potentiel remplaçant, Vinci, pour la plateforme multifilière qui prévoit un centre de tri, une unité de valorisation organique par compostage et une unité d'incinération. Un mot d'économie à présent. La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, la CEPAC, a obtenu le 18 septembre dernier l'agrément des autorités lui permettant de concrétiser le rachat de la Banque des Antilles françaises, mais aussi de la Banque de la Réunion et de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces dernières sont désormais des filiales de la CEPAC jusqu'à la fusion juridique prévue en avril 2016. Un mot de politique. Madame l'ambassadeur de France est en visite en Guadeloupe avant de se rendre en Haïti pour continuer le développement des relations de la coopération franco-caraïbe et dans le prolongement de la visite officielle du président de la République François Hollande le 12 mai dernier. Pendant 2 jours, elle a rencontré le président de région, le maire de Pointe-à-Pitre et des représentants du secteur économique et associatif engagés en Haïti. Le reportage d'Éric Pommier.
Elisabeth Beton, délègue, ambassadeur de France en Haïti, nommée depuis janvier 2015, est en déplacement en Guadeloupe pendant 2 jours. Sa visite s'inscrit dans le prolongement de la visite officielle en Haïti du président de la République François Hollande le 12 mai dernier. L'objectif avait été d'encourager le développement des relations et de la coopération entre les territoires français des Caraïbes et Haïti. Dans sa mission en Guadeloupe sont programmées des réunions de travail, entre autres avec la région, afin de discuter des modalités de mise en œuvre de la déclaration conjointe signée entre le président Hollande et Michel Martelly, président d'Haïti. Au cœur de cette déclaration, 2 axes majeurs, voire prioritaires, la formation professionnelle, mais surtout l'éducation, axes majeurs autour desquels les Antilles françaises ont un rôle d'implication. Écoutez, moi c'est ce que je suis venue exposer et dire que il y a, comme je le disais, il y a une familiarité avec les Antilles françaises, celle-ci elle existe, donc il y a parallèlement un extraordinaire plateau ici d'expertise publique, il existe, il est organisé, quand on ajoute familiarité, ou lien interpersonnel, familiarité géographique et un plateau d'expertise publique, il y a des ingrédients pour que les Antilles soient partie prenante de ce plan éducation et apportent plus, parce que là on a un cadre bien évidemment, génère aussi des dynamiques qui vont au-delà et qui amplifient des actions qui forcément vont évoluer au fil des années. On n'est pas dans un Gosplan, on est dans des lignes directrices qui vont évoluer pendant ces 5 ans. Mais le but, c'est d'avoir des résultats. Des résultats, avec au programme un cahier des charges ambitieux qui va coûter cher. L'ambassadeur affiche une certaine confiance, consciente d'alliés solides et compétents. Bien sûr, il faut de l'argent, mais nous sommes, dès lors qu'il y a priorité, il y a mobilisation des partenaires financiers. L'Union européenne a réintégré l'éducation dans le 11e FED. C'est une très très bonne nouvelle. L'Union européenne, c'est la famille, donc on va travailler de concert. La Banque interaméricaine de développement est beaucoup aussi sur l'éducation, et puis les autres partenaires le sont aussi. Éducation et formation professionnelle, axes de coopération prioritaires. Sont prévus à ce titre la construction d'un nouvel institut à vocation culturelle, scientifique et économique et de coopération franco-caribéenne à Port-au-Prince, travaux auxquels les Antilles françaises sont conviées. Toujours à propos d'Haïti, alors que le pays entre en campagne électorale, la Banque mondiale a sorti un rapport mardi faisant l'état des lieux du pays. Le PIB par habitant recule de 0,7% par an. Les résultats de ce rapport ont été établis sur les 4 dernières années. La Banque mondiale appelle à l'instauration d'un contrat social entre l'État et les citoyens afin d'aider les plus pauvres. On reste dans la Caraïbe. Nicolás Maduro, le président du Venezuela, était à la Dominique aujourd'hui. Sa visite prévue samedi avait été annulée au dernier moment sans aucune explication. Il a inauguré une des 300 pétrocasas dont il fait don pour reloger les habitants qui ont perdu leur maison après le passage de la tempête Erika. Revenons en Guadeloupe. L'organisation nationaliste de l'Ukraine a tenu aujourd'hui une conférence de presse au centre Rémy Ninsouta pour exprimer sa position vis-à-vis des prochaines élections régionales. Sans surprise, le FKNG, Force pour construire Nation Guadeloupe, déclare qu'il considère que ces élections ne changeront rien à la situation coloniale de la Guadeloupe et que tous bords confondus, les politiques qui y sont engagés ne font qu'entretenir un système sans perspective pour la Guadeloupe. Un mot de sport avant de refermer ce journal. La délégation des vététistes de Guadeloupe s'envole demain à 10h, destination Porto Rico, pour les championnats de la Caraïbe. Ils vont concourir dimanche matin pour le titre. Raja Kitou a rencontré Hendrik Gourdine, vice-champion espoir de la Guadeloupe, qui vivra sa première participation au championnat Caraïbe. Reportage. Véritable pépite du cyclisme guadeloupéen, Hendrik Gourdine a été vice-champion espoir de la Guadeloupe. Il a manqué le titre de très peu il y a 2 ans suite à un problème mécanique. Un palier à franchir, il aspire désormais à le passer. Il a commencé le VTT en compétition il y a tout juste 3 ans. En 2013, il a obtenu ses premiers galons, finissant 2e lors de la Martinique Bikers Cup. Il souhaite devenir professionnel et pourquoi pas remporter de prestigieuses courses, à l'image de la Coupe de France. Alors, je fais beaucoup de routes. Je me suis d'ailleurs lancé cette année en UFOLEP pour pouvoir avoir des kilomètres dans les jambes. Ça me permet de jongler avec les deux parce que faire les 2 routes et VTT en FFC, c'est très difficile parce que la FFC route, ça demande beaucoup de jours d'entraînement.
Et l'UFOLEP me permet entre parenthèses de faire les deux encore, route et VTT. Son hygiène de vie est saine, il s'impose une rigueur qui ne laisse peu de place au hasard. Il s'entraîne 2 heures par jour en semaine et jusqu'à 4 heures en moyenne les week-ends. C'est nouveau, c'est la révolution musculation maintenant, je vois. Donc c'est 3 mois de préparation physique en salle en début d'année, de façon à maintenir les muscles en place lors des efforts brutals du VTT. Et beaucoup de courses à pied. Course à pied, natation, en tout cas une bonne préparation physique en début d'année parce que le VTT ça sollicite beaucoup de muscles, plus que la route en tout cas. Pour la première fois, il va participer au championnat de la Caraïbe. Avec la délégation, il va s'envoler demain matin 10h à destination de Porto Rico. Vendredi et samedi seront consacrés à la préparation, notamment à la reconnaissance du circuit. 8 cyclistes guadeloupéens vont ainsi concourir pour le titre dimanche matin. La course devrait durer 1h45. Les cyclistes seront de retour mardi. Une autre compétition attend le jeune espoir guadeloupéen puisqu'il s'envolera en métropole vendredi matin en vue des Rocs d'Azur 2015. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance et que la Guadeloupe soit bien représentée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet www.alizé.com. Je vous retrouve demain dès 19h. Dans un instant, le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de votre programme L'amour est dans le pré. À demain et bonne soirée sur Alizé Guadeloupe.